Bonjour à toutes et à tous. Merci aux internautes d'être aussi nombreux à suivre ce nouveau débat du Paris Air Forum. Un débat qui s'annonce passionnant puisqu'il va traiter de l'avion à hydrogène, c'est-à-dire de ce qui pourrait être la plus grosse rupture technologique de l'industrie aéronautique depuis le passage aux cabines pressurisées et aux avions à réaction il y a près de 70 ans. L'avion à hydrogène est en effet l'un des moyens, voire le seul selon certains, à permettre de décarboner l'aviation, puisqu'un tel avion n'émettrait pas de CO2, mais de la vapeur d'eau. L'avion à hydrogène est en effet au cœur du plan de relance de l'aéronautique, présenté en juin par le gouvernement français, qui a donné comme ambition de mettre en service un avion à hydrogène pour succéder, je cite, à la 320 à l'horizon 2035, soit avec 15 ans d'avance par rapport aux prévisions qui prévalaient jusque-là. Airbus, qui expliquait depuis des années qu'il visait également un avion décarboné, s'est officiellement engagé en septembre dans ce projet en présentant 3 concepts d'avions à hydrogène allant de 100 à 200 places. Même si des avions à hydrogène ont déjà volé aux États-Unis il y a plus de 70 ans, les obstacles sont de taille. Un avion à hydrogène en 2035, est-ce vraiment possible? C'est le thème de ce débat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Engineering d'Airbus, au centre. Bonjour Jean-Brice. Bonjour Fabrice. Bruno Saint-Jean, en face de moi, bonjour, PDG de l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale. Bonjour Monsieur Saint-Jean. Et Pierre-Étienne Franc, à ma gauche. Bonjour. Vice-président Hydrogène Monde d'Air Liquide, qui fournit notamment l'hydrogène liquide pour les lanceurs spatiaux. Jean-Brice Dumont, la première question sera pour vous. On ne parlait pas beaucoup d'hydrogène dans l'aviation il y a encore 3 ans. Comment l'hydrogène s'est imposé pour être au cœur des projets de décarbonation de l'aéronautique, au point d'envisager donc un avion à hydrogène de 100 à 200 sièges à l'horizon 2035? Je pense que c'est une très bonne question. Il faut peut-être commencer par une mise au point. L'hydrogène arrive au centre de notre feuille de route décarbonée, mais par rapport à ce que vous avez dit, l'hydrogène n'est pas la seule solution. On va vraiment vers un mix. En revanche, l'hydrogène est ce qui cristallise la capacité d'innovation de nos ingénieurs, qui s'est prouvé dans les décennies passées et qui nous a fait faire tout ce que Airbus et tout ce que plus généralement l'industrie aéronautique a su faire. L'hydrogène, dans une vision décarbonée, c'est quand même ce composant qui a la caractéristique d'avoir une densité d'énergie qui est supérieure à celle du kérosène. Et quand on regarde le problème qu'on avait avec les batteries, on est exactement à l'opposé avec l'hydrogène. L'hydrogène contient de l'énergie par kilo largement au-delà de ce dont on pourrait avoir besoin. Donc c'est la bonne matière. Maintenant, il faut en faire quelque chose qui peut voler dans un avion. La façon de le faire voler dans un avion, c'est sous sa forme liquide, qui est à moins 253 degrés. Donc on a des défis technologiques. Mais en même temps, si je devais le résumer, je dirais que l'avion à hydrogène, il est possible. C'est bien ce qu'on affirme. On a les ingrédients, on n'a pas encore la recette. Donc c'est justement ce travail qui reste à faire pour arriver à concevoir cet avion à hydrogène et à le mettre en service à l'horizon 2035. Bruno Saint-Jean, quelles sont les raisons qui permettent, selon vous, d'envisager la mise en service d'un tel avion d'ici une quinzaine d'années? Je crois d'abord important de rappeler que c'est un objectif ambitieux et même très ambitieux. Mais il faut aussi se souvenir que quand le président Kennedy a dit en 1961 que les Américains marcheraient sur la Lune avant la fin de la décennie, il y avait pour le moins beaucoup de sceptiques, y compris même à la NASA. Et puis il faut aussi se souvenir, toujours en regardant dans le passé, que ces mêmes Américains ont fait voler en 1958 un bombardier, un avion à propulsion hydrogène dérivé d'un bombardier. Les Russes ont fait voler en avril 1988 un Tupolev 155, qui était un dérivé d'un moyen courrier, le 154. Alors bien sûr, c'était des prototypes, c'était absolument pas des avions qui répondaient aux logiques opérationnelles aujourd'hui. Mais ils l'ont fait, comme les Allemands ont beaucoup travaillé sur le moteur à hydrogène entre 1934 et 1942. Et ces gens-là n'avaient pas tout le savoir-faire, tous les outils, nos codes de calcul, nos moyens, notre puissance informatique derrière. Donc ça doit nous permettre d'être confiants, de même qu'on va aussi pouvoir s'appuyer sur toutes les réflexions, tous les travaux qui ont été menés sur des configurations plus intégrées depuis 10 ans. L'ONERA a beaucoup travaillé sur ces différents sujets, des projets de
d'ailes volantes comme SICAF, d'avions avec installation motrice enterrée comme Nova qu'on a présenté au Bourget 2015, ou plus récemment un projet comme Dragon qui était au Bourget 2019. On a travaillé sur des aspects de moteurs à propulsion différentes à Modane, et on l'a fait d'ailleurs en lien avec Airbus, avec Safran. Donc on a tous ces savoir-faire derrière nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une volonté politique forte, des moyens financiers forts. C'est sur ça qu'on veut s'appuyer. Et puis je pense qu'il y a un élément qui est important qu'il convient de souligner, c'est que vu l'ambition technique de ce projet, vu également les ambitions sociétales de l'amélioration et de réponse à des enjeux climatiques, j'espère bien, je suis convaincu qu'on va attirer aussi bien dans l'industrie que dans les centres de recherche des jeunes scientifiques et de jeunes ingénieurs brillants, totalement motivés par les enjeux de ces défis. Et ça permettra aussi de le relever. Pierre-Étienne Franc, l'hydrogène liquide est utilisé pour les lanceurs spatiaux. Peut-on dupliquer le modèle à l'aéronautique civile ? Ce qui est intéressant, c'est que avec ce nouveau défi, on boucle la boucle de l'histoire du liquide, parce que on est rentré effectivement dans l'hydrogène liquide par l'expérience spatiale, de la même manière que nos collègues américains aussi. Donc on a appris à maîtriser cette technologie pour le lanceur Ariane. Depuis, elle s'est développée dans d'autres domaines, on y reviendra après. Mais il y a quand même quelques différences entre ce que l'on fait pour un lanceur spatial et ce que l'on va devoir faire pour un avion, parce que déjà, le lanceur spatial n'utilise cet hydrogène que pendant quelques minutes et ensuite on ne le réutilise pas. Les quantités sont beaucoup plus importantes. Il faut stocker à peu près 20-21 tonnes dans un lanceur. Donc on a un peu plus de temps aussi entre chaque lancement pour acheminer, avitailler l'hydrogène. Le réservoir est beaucoup plus fin. Les enjeux de thermodynamique sont un peu différents, mais enfin on a quand même appris pas mal de choses. Et puis ce qu'on a beaucoup appris dans le lanceur spatial, c'est la gestion du ballottement du fluide dans le réservoir et les problèmes de cavitation, tous ces enjeux-là de l'évolution des performances du liquide dans le réservoir dans des phases de mobilité intense est un sujet qui sera probablement utile pour l'aviation. Bon, ceci étant dit, il y a évidemment beaucoup de challenges. Ce que l'on sait, c'est que nous, en ce qui concerne la production d'hydrogène liquide pour servir un certain nombre d'industries, c'est un sujet fondamental, parce que quand on voit les évolutions de la transition énergétique, il n'y a pas que l'aviation qui est concernée par la problématique de l'usage de l'hydrogène. Il y a tous les secteurs qu'on appelle hard to abate, difficiles à décarboner. Donc le transport lourd, donc l'aéronautique certes, mais aussi le maritime, une partie du rail et tout ce qui est transport routier lourd, pour lequel on va avoir besoin du liquide, soit comme moyen de stockage dans le maritime, dans le rail éventuellement, soit pour acheminer ce liquide au point de distribution gazeuse de très grande densité. Donc on va basculer progressivement vers une énergie hydrogène liquide pour d'autres secteurs. Donc avoir les aéroports et les ports qui se dotent à terme de grandes capacités liquides, c'est fondamental pour la transition énergétique, pour les secteurs qui sont lourds et difficiles à abattre. Donc à ce titre-là, la voie que prend Airbus est très alignée avec la vision globale mondiale de l'hydrogène qu'ont développé tous les acteurs du secteur dans le cadre du Conseil de l'hydrogène et d'autres organismes. Donc à ce titre, c'est très encourageant. Alors, il n'y aura pas d'avion à hydrogène sans hydrogène vert. Aujourd'hui, plus de 95% de l'hydrogène est fabriqué à base d'énergie fossile. Comment faire un hydrogène vert ? Alors, c'est vrai que l'hydrogène ce n'est pas une molécule qui est nouvelle, puisqu'on a déjà plus de 70 millions de tonnes qui sont utilisées dans le monde pour tout un tas d'usages. Et effectivement, le plus simple aujourd'hui pour fabriquer cet hydrogène, c'est de casser la molécule de gaz naturel. On a une émission de CO2, mais on a un hydrogène qui est assez compétitif à produire. Donc, si on est sérieux sur la transition énergétique, il faut que ce gaz, effectivement, soit décarboné. Donc, soit on capture le CO2, c'est pas vert, mais c'est bleu. Enfin, on appelle ça bleu. Enfin, c'est décarboné, mais c'est pas renouvelable. Soit, effectivement, il faut qu'il soit vert. Donc, pour le faire vert, il y a deux méthodes. Soit on prend du biométhane. Ça, c'est la version dont on parle peu, mais qui est quand même pas totalement inintéressante. Et là, je peux utiliser les actifs existants et j'ai quand même un hydrogène qui est de fait décarboné et renouvelable, puisque je prends du biométhane. Soit je casse la molécule d'eau par électrolyse, vous l'avez tous fait au lycée, et si l'énergie qui fournit cette électrolyse est renouvelable, on a bien un schéma renouvelable. Alors l'électrolyse, c'est super, mais pour l'instant c'est beaucoup plus cher,
est beaucoup moins efficace que de casser une molécule de gaz. Donc on a un enjeu de roadmap technologique assez significatif, qui est d'ailleurs l'un des sujets essentiels des plans de relance européens, allemands, français, espagnols, italiens, qui est d'aider la génération d'hydrogène vert, parce que là encore, ça ne concerne pas que l'aviation, mais tous les grands secteurs industriels. Nous-mêmes, Air Liquide, nous opérons déjà une cinquantaine de tout petits électrolyseurs et nous venons de démarrer. Il y a 2 ans, nous avons opéré un électrolyseur d'1 mégawatt PEM, qui est la technologie qui est la plus prometteuse parce que très compacte en termes d'espace utilisé et aussi très réactive aux variations du réseau. Et là, nous sommes en train, en ce moment, de démarrer le plus gros électrolyseur PEM mondial qui fait 20 mégawatts. Donc on se rapproche des tailles dont on va avoir besoin, puisque les vrais enjeux, c'est de faire des électrolyseurs de 100 mégawatts ou plus. Bon, je ne peux pas dévoiler tous les éléments, mais ça marche. Et on produit évidemment de l'hydrogène en continu. Les enjeux, c'est le CAPEX. Il faut diviser par 3 le coût de revient d'un électrolyseur. C'est simplement un enjeu de série et de taille. Dès qu'on commence à grandir en taille, la part de la construction diminue. Et on a des économies de taille aussi sur la taille des stacks qu'on utilise dans un électrolyseur. Et puis le deuxième gros sujet, il ne dépend pas de nous, il dépend des électriciens. Il faut bénéficier de cette baisse extraordinaire des coûts de revient de l'énergie renouvelable qui maintenant, dans certaines zones du monde, peut atteindre 20 € du mégawattheure. Donc il faut arriver à récupérer cette énergie et puis évidemment, il faut arriver à la récupérer le plus longtemps possible. Et là, les capacités de maillage du réseau électrique dans un continent donné permettront d'avoir une charge électrolyseur la plus longue possible, ce qui est essentiel pour limiter les capacités à installer pour fournir les besoins de l'aéronautique. Quel pourrait être le coût de cet hydrogène? Alors, je n'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Donc, l'hydrogène fabriqué par électrolyse, aujourd'hui, on le sort entre 5 et 6 € du kilo quand tout va bien. Et l'enjeu, les roadmaps qui sont lesquels les gens travaillent, c'est d'arriver à atteindre entre 2 et 3 € du kilo. Ensuite, il faut le liquéfier. Et après, quand on est dans un aéroport, on est assez proche du but. Donc, normalement, ensuite, on a un pipe pour acheminer. Donc, les targets de coût d'hydrogène, on peut livrer liquide au bord d'un avion, d'un bateau, c'est entre 4 et 5. Si on peut descendre sous 4, c'est bien, mais pour l'instant, c'est plutôt ça. Si on veut comparer par rapport au kérosène... c'est plus cher. C'est plus cher, mais quel est le facteur? Le facteur, 2, 3. La grande différence entre l'hydrogène et le kérosène, c'est que l'hydrogène ne sera pas dépendant de l'évolution des cours du pétrole, tandis que le kérosène un petit peu. Mais on est plutôt sur un facteur 3 aujourd'hui, oui. Mais écoutez, ça c'est un débat fondamental. Il faut quand même arrêter de croire que l'énergie renouvelable, un cycle complet d'énergie renouvelable, de sa capture jusqu'à son usage, sera moins cher que le fossile. On change de modèle complètement. On ne peut pas pricer de la même valeur une énergie qui est complètement décarbonée et qui règle d'autres problèmes sociétaux qu'une énergie qui était entre guillemets émettrice et qui générait plein de problèmes pour la planète. Donc notre rapport à l'énergie va devoir changer, notre rapport à la consommation va devoir changer et effectivement elle sera globalement probablement plus chère mais beaucoup plus vertueuse. Et c'est un vrai sujet, mais je crois qu'il faut quand même dire la vérité. Jean-Brice Dumont, Pierre-Étienne Franc a expliqué donc les défis à relever au niveau du carburant. Quels sont les obstacles à surmonter au niveau de l'avion même? Vous avez évoqué le stockage, mais est-ce que vous pouvez détailler et en donner d'autres s'il y en a? Pour l'avion, le stockage est naturellement le premier sujet. Alors, il y a le sujet de la température que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'hydrogène est froid, il faut donc le stocker dans un réservoir isolant en quelque sorte. La technologie retenue aujourd'hui, un peu à l'instar de l'électrolyse qui tient la corde pour la fabrication de l'hydrogène, c'est la technologie du réservoir à double pot qui permet, avec un vide entre les deux pots, qui permet d'isoler, j'allais dire, assez parfaitement l'hydrogène et de garder ces températures très froides pendant une très longue durée. Il est évident que ça ne suffit pas. Il y a un autre élément assez important qu'il ne faut pas ignorer. L'hydrogène a une très bonne densité d'énergie en masse, c'est-à-dire qu'il est à la limite pour la même énergie beaucoup plus léger que le kérosène. Par contre, il est beaucoup plus volumineux. Même dans sa phase liquide, il faut compter un rapport 3 à 4 de volume. Ce qui nous amène à envisager des réservoirs plus gros, à envisager des rayons d'action quand même plus faibles initialement.
et le stockage, l'installation des réservoirs à bord de l'avion, qui a évolué de façon, j'allais dire, incrémentale depuis les débuts de l'aviation, est un sujet. Donc l'architecture même de l'avion, Bruno parlait tout à l'heure d'aile volante, l'architecture même de l'avion peut s'en trouver impactée pour trouver un optimum entre une capacité de stockage importante nécessaire pour l'hydrogène et quand même des passagers, parce que c'est à ça que ça sert un avion. Et une fois qu'on a parlé des réservoirs, vous avez un hydrogène liquide qu'il faut amener vers les moteurs. Qu'il faut ensuite vaporiser parce que la combustion dans le moteur se fait sous sa forme gazeuse. Donc il y a une question d'acheminement, d'isolation thermique également de tout ce qui est tuyauterie, et de quel est l'endroit optimal pour vaporiser l'hydrogène dans l'avion afin qu'il rentre dans la chambre de combustion sous sa forme gazeuse. Et à la fin, il y a le moteur. Le moteur qui doit subir à minima une modification de son principe de combustion, puisqu'au lieu de faire de la combustion d'un hydrocarbure, d'une molécule assez lourde, on se retrouve à faire de la combustion de la molécule la plus légère qui existe. Et plus fondamentalement pour le moteur, ça modifie le cycle thermodynamique du moteur pour une meilleure performance. Donc il y a probablement plusieurs étapes d'évolution dans la motorisation. Ça a déjà été fait. Des avions volent à l'hydrogène. Bruno l'a bien rappelé, hein, ça fait même plus de 70 ans que le premier a volé. Mais il y a entre l'avionneur et le motoriste une bonne dose de travail à faire pour lever cette partie-là du risque. Bruno Saint-Jean, Jean-Brice Dumont évoquait donc les réservoirs très très gros pour stocker l'hydrogène et les conséquences sur l'architecture. Vous avez parlé de l'aile volante. À quoi pourrait ressembler un avion à hydrogène ? Bien, plusieurs configurations sont possibles et d'ailleurs j'invite les internautes qui souhaitent les visualiser à aller regarder sur le site de la 3AF, l'association aéronautique et astronautique de France, qui a sorti un numéro d'octobre avec un article très bien fait sur l'avion à hydrogène et avec des illustrations. Donc on y voit par exemple un avion avec une configuration classique de type tube and wing avec les réservoirs au-dessus, comme l'a dit Jean-Brice, c'est des réservoirs volumineux et ça donne un peu à cet avion un faux air de Beluga, qui est par ailleurs un excellent produit, n'est-ce pas ? Effectivement, vous y voyez aussi une configuration de type aile volante. Airbus en a d'ailleurs fait également part comme un projet possible pour lui. Vous pouvez avoir avec cette aile volante avec une dose d'intégration motrice de type Nova, celle que j'évoquais tout à l'heure, donc sur laquelle on a travaillé, nous, il y a déjà pas mal d'années. Ça apparaît un concept intéressant pour un avion à hydrogène, parce que ce type de produit, ce type d'aile volante, elle donne du volume, elle donne de la place, et donc ça peut être intéressant pour répondre à cette problématique de volume des réservoirs. De manière d'ailleurs plus générale, l'aile volante nous paraît être un bon concept d'intégration de nouvelles technologies à l'intérieur de quelque chose qui vole. Après, évidemment, faire voler une aile volante pose toujours des tas de problèmes, et en premier lieu des problèmes de type aérodynamique. Donc il y aura beaucoup de travail à faire dans ce domaine. À l'inverse, n'oublions pas non plus qu'on dispose en France, à l'ONERA et pas seulement à l'ONERA, de compétences dans ce domaine qui sont parmi les plus pointues qu'on puisse trouver au monde. Et puis bien sûr, il y aura d'autres enjeux derrière sur lesquels il faudra travailler, des enjeux et des domaines comme la mécanique des fluides, comme les matériaux, comment ces matériaux vont pouvoir résister au cycle du temps. Donc c'est toutes ces questions-là auxquelles il va falloir répondre. Autrement dit, il y a des enjeux de technologie, il y a des enjeux de recherche technologique, mais il ne faudra pas oublier non plus qu'il y a des domaines très pointus où là on va faire appel carrément à des compétences scientifiques. Et c'est d'ailleurs bien dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que les travaux du CORAC, donc le Conseil pour la recherche aéronautique civile, sont inscrits de manière à bien explorer des temps plus proches jusqu'à des temps plus longs. Jean-Brice Dumont, l'aile volante, et vous avez sorti présenté trois concepts d'avions à hydrogène. L'aile volante, quelle est la différence d'optimisation, si on peut parler comme ça, entre des concepts plus classiques, entre guillemets, et l'aile volante ?
l'aile volante, Bruno vient de le dire, c'est une formule très prometteuse, dans le sens où, par sa nature même, par sa géométrie, elle offre des volumes de stockage beaucoup plus importants, et c'est gagnant-gagnant, dans le sens où on a une formule qui est assez large, assez ventrue quelque part, donc il y a de la place pour mettre de l'hydrogène, et en même temps, aérodynamiquement, c'est une formule favorable, qui a besoin de moins d'énergie pour voler. Donc ça présente quand même beaucoup d'avantages quand on va vers un changement de type de propulsion. Alors on pourrait se demander pourquoi on ne l'a pas fait jusque-là. On ne l'a pas fait jusque-là parce que c'est évident que l'aile volante présente aussi son niveau de difficulté. L'aérodynamique, les qualités de vol au sens large, tout ce qui est commande de vol, ce n'est pas une formule stable. Donc c'est quelque chose qui nécessite un niveau de commande de vol et une permanence de pilote automatique, si je devais le faire simple, qui est au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, on a les moyens, que ce soit en code de calcul, en moyens de simulation, en soufflerie, on a les moyens de faire le boulot pour la partie aérodynamique, et pour les commandes de vol, on a maintenant tout ce qu'il faut comme puissance de calcul pour le faire fonctionner. Donc l'aile volante, c'est possible, et c'est un de nos 3 concepts. C'est le plus ambitieux des 3, si vous voulez. Avec l'aile volante, on traverse le terrain en diagonale. Avec les 2 autres formules, on change de formule de propulsion sur une formule d'avion qui est une formule qu'on connaît. Donc c'est le plus prometteur, c'est le plus ambitieux. En fonction des travaux que nous mènerons dans le cadre du CORAC, comme l'a évoqué Bruno, que j'ai l'honneur de présider, et au sein d'Airbus, on verra dans les années à venir si on peut être assez courageux, j'allais dire, ou assez certain de nous pour aller vers l'aile volante, ou si ce sera plutôt une formule qui devra arriver dans un deuxième temps. Bruno Saint-Jean, Airbus a lancé pour l'instant des 3 concepts d'avions court courrier. Est-ce que, à terme, bien sûr, des vols long courrier pourraient être possibles ? Je pense que tout est dans le à terme, effectivement. Donc la réponse à votre question est oui, c'est possible. Je reviens encore dans le passé sur des études faites par la NASA dans les années 80 avec son avionneur local qui était Lockheed pour examiner les apports de la propulsion à hydrogène, d'un avion à hydrogène. Et ces études montraient que, en fait, avec l'introduction de l'hydrogène, on entrait dans un cercle vertueux parce que le gain de masse apporté par l'hydrogène apporte un gain de masse global. Donc, on a besoin d'ailes moins volumineuses. Donc, on a besoin de moteurs moins puissants ou peut-être de mettre moins de moteurs. En tout cas, il y a cette possibilité-là qui s'offre grâce à ce... Et bien sûr, ce gain est d'autant plus élevé que l'on va plus loin. Donc pour un long courrier, ces facteurs-là est positif. À l'inverse, comme on l'a déjà rappelé avec Jean-Brice tout à l'heure, la problématique, c'est celle du volume des réservoirs. Et effectivement, le fait qu'un réservoir d'hydrogène est en gros 4 fois plus volumineux qu'un réservoir de kérosène. Et là, pour l'instant, les boucles d'itération entre ce gain de masse et cet accroissement de volume ne convergent pas pour un long courrier. Alors, vous trouverez bien sûr des gens qui disent ou qui pensent l'inverse, et on trouvera peut-être une solution, mais en tout cas, pas pour tout de suite. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre des travaux du CORAC, sur le long courrier, on travaille plutôt en ce moment sur des carburants de synthèse. Pour l'avion à hydrogène comme combustible, on s'est donc plutôt orienté sur, vous l'avez dit, sur un court moyen courrier. Et le choix a été fait de travailler sur ce produit assez exceptionnel qui est l'A320, qui a fait à la fois un grand succès programmatique et un grand succès commercial, qui a aidé Airbus à être aujourd'hui le grand champion qu'il est. Donc ce choix paraît à la fois un bon vecteur technique, un bon compromis technique et une bonne idée économique. Jean-Brice Dumont, quelles seraient les conséquences d'un tel avion sur les aéroports ? Les conséquences d'un avion à hydrogène dépendront de 2 paramètres. Le carburant lui-même qui est différent, donc qui va nécessiter un effet d'infrastructure, et éventuellement une architecture différente de l'avion, qui n'est pas sans nous rappeler l'A380, qui par son arrivée a nécessité, avec des travaux amont très fructueux entre les aéroports et le constructeur, des modifications lourdes dans les aéroports. Donc les aéroports vont nécessairement devoir évoluer. Nous sommes en discussion avec des grands aéroportuaires de par le monde, en particulier en France, pour
pour n'en citer que deux, ils sont assez connus, autour de cette problématique de l'hydrogène et du fait que l'aéroport est un peu la plaque tournante, c'est le hub, c'est l'endroit où l'hydrogène arrive, c'est l'endroit où éventuellement l'hydrogène est liquéfié selon les cas, et c'est l'endroit où l'hydrogène est distribué dans l'avion. Donc il y a un grand nombre de problématiques autour de l'aéroport qui nécessitent de s'y prendre finalement au même moment qu'on s'y prend pour l'avion, c'est-à-dire maintenant. Et on amorce avec les grands constructeurs et les grands opérateurs d'aéroports des discussions autour de l'introduction de l'hydrogène, soit via des nouveaux terminaux, soit dans les aéroports existants, dès aujourd'hui. Et ça permet d'avoir un vrai travail d'engineering concurrent, j'allais dire, pour concevoir l'avion et concevoir les évolutions ou la conception de l'aéroport en même temps. Et les deux vont probablement s'influencer l'un l'autre. Pierre-Étienne France, sur ce thème, quels aménagements les aéroports devront-ils faire pour stocker l'hydrogène? Je ne peux pas vous dire ça en détail, parce qu'on ne sait pas encore de combien de tonnes on aura besoin. Mais bon, déjà, il faut tenir compte du fait que il faudra probablement prévoir des productions qui permettent de livrer à la fois les avions, mais aussi les équipements au sol et probablement la logistique routière qui amène des véhicules, des taxis, des bus, des camions dans les aéroports. Ensuite, il va y avoir un enjeu de stockage. Je crois que en général, on a 10-15 jours de stockage de kérosène sur un aéroport. Donc, ça dépend complètement du taux d'utilisation et du taux de conversion de la flotte d'un aéroport donné. Sur un aéroport régional de petite taille, si on considère au début, je parle 2035, ce qui est quand même ce qui est le plus proche de nous, qu'on va avoir, 10-15% des flottes qui vont basculer sur ce type de motorisation. On va avoir besoin de produire 10 tonnes par jour d'hydrogène liquide. Donc on va devoir stocker 150 tonnes. Ça, c'est à peu près la taille de ce que l'on stocke déjà dans un certain nombre de sites où on produit du liquide. Donc c'est pas forcément on a des sphères, la NASA a des sphères un peu plus grosses que ça, et nous on a des sphères de stockage à peu près de cette taille-là. Et il faut aussi savoir que 10 tonnes jour, on a déjà des liquéfacteurs comme ça. On est en train d'en construire un dans le Nevada pour fournir le monde de la mobilité qui va faire 30 tonnes jour, qui aura probablement 150 tonnes jour de stockage autour. Donc ça, c'est pas du tout inconcevable. Alors l'étape suivante pour les gros aéroports plutôt parisiens, ce serait plutôt pour les mêmes conversions plutôt 100 tonnes jour. Donc là, c'est plus gros. Mais on n'est toujours pas dans des chiffres qui sont totalement délirants par rapport à ce que fait l'industrie. Donc, alors ensuite, le grand sujet sur lequel il faut qu'on travaille ensemble avec Airbus et avec les autres, c'est les enjeux de réglementation, de sécurité, d'implantation, de capacité de stockage, souterrain, pas souterrain, de toute la logistique pour amener l'hydrogène et pour le distribuer dans des règles de sécurité parfaites. Ça, c'est un sujet qui va devoir être travaillé très en détail, et c'est là-dessus qu'il faut travailler dès maintenant, parce qu'il va falloir l'aménager correctement. Jean-Brice Dumont, deux possibilités sont évoquées pour l'hydrogène, soit l'utilisation d'une pile à combustible, soit une turbine. Quel est l'intérêt de l'un et de l'autre? Oui, alors c'est une très bonne question. L'hydrogène peut effectivement générer de la puissance de deux façons à bord. La pile à combustible, qui est une formule de grande efficacité, ça on le sait, qui pose un problème de densité de puissance. En gros, pour avoir un moteur qui fournit les mégawatts nécessaires pour un avion, ça fait quand même quelque chose de très lourd. Et puis les moteurs traditionnels, qui ne seront pas si traditionnels que ça du coup à échéance, qui brûlent de l'hydrogène avec une formule qui est quand même assez proche de la formule actuelle. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. Chez Airbus, nous sommes intéressés par les deux. À partir du moment où vous avez de l'hydrogène à bord, la pile à combustible est un très bon candidat pour une gestion d'énergie secondaire, pour une gestion d'énergie hybridée. Donc vous pouvez imaginer avoir des moteurs qui soient un petit peu moins dimensionnés qu'ils ne le sont aujourd'hui, notamment pour couvrir la panne, parce que vous aurez un booster qui permettra de gérer les cas transitoires avec la pile à combustible. Et ça a une différence quand même fondamentale avec la batterie, qui a été un candidat courant pour ce type d'usage. La batterie, c'est lourd.
Là, l'énergie, ce n'est pas la batterie, c'est l'hydrogène qui est léger. Et donc, vous pouvez avoir une pile à combustible associée d'une façon ou d'une autre à un moteur à turbine qui vous fait une gestion d'énergie à bord beaucoup plus smart, pour utiliser le terme anglais, et qui permet de gérer sur toutes les phases de vol, depuis le roulage, la montée, les gestions de cas de panne, une gestion d'énergie nouvelle génération grâce à l'hydrogène. Tu régénères en plus un peu d'eau qui peut servir pour un certain nombre d'usages dans l'habitacle. La question de l'émission de l'eau est d'ailleurs un sujet qui est un sujet un des enjeux technologiques. On l'a dit depuis le début, la combustion de l'hydrogène, ça fait de l'eau. L'eau, aujourd'hui, quand elle est émise derrière les avions, ça fait ce qu'on appelle des traînées de condensation, contrail en anglais, qui sont un élément contributif dont la contribution d'ailleurs reste à déterminer au réchauffement climatique. Donc il faut aussi qu'on prenne en compte quelle est la nature des émissions non CO2 de l'hydrogène. C'est un sujet assez important et ça fait complètement partie de nos feuilles de route, notamment au CORAC, en étroite collaboration avec l'ONERA, que de regarder quelles sont les émissions d'eau. Et pour ce qui est des piles à combustible, effectivement, la récupération éventuelle de l'eau à bord pour un usage ultérieur. Bruno Saint-Jean, sur ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Jean-Brice a déjà quasiment tout dit, d'autant plus que, comme il vous l'a dit, on travaille ensemble. Donc là-dessus, je vais peut-être juste préciser quelques points qu'il a signalés, en disant notamment effectivement que les moteurs ne s'éloigneront des moteurs traditionnels, mais ce ne sera pas pour autant un moteur nouveau, c'est plutôt de l'adaptation qu'il faudra faire, ce qui n'est pas si simple que ça à faire quand même, ce qui nécessitera aussi d'adapter tous les moyens expérimentaux pour bien mesurer les conditions d'injection, la manière dont on répond bien aux enjeux des différents domaines de vol. Ça, c'est pour le volet moteur. Moi, je crois effectivement que donc l'inconvénient de la pile à combustible, tu l'as dit, c'est sa capacité, le mauvais rapport entre la masse et l'énergie est bonne, mais la masse est mauvaise. Donc aujourd'hui, ça limite probablement son utilisation à des avions de type aviation générale ou petit avion régional, quelque chose comme ça. Par contre, c'est aussi un moyen intéressant pour approcher la propulsion distribuée. Et ça, c'est quelque chose, et ça répond aussi d'ailleurs c'est un élément de réponse à votre première question sur qu'est-ce qui permet d'être optimiste aujourd'hui. Là encore, on ne part pas de zéro, puisque pour ceux qui sont venus nous voir au Bourget en 2019, on avait mis sur le site une maquette d'un projet qui s'appelle Dragon, qui fonctionne sur cette base-là. Donc, et c'est un projet qui est financé par Bruxelles et la JU entre les industriels et la Commission européenne qui s'appelle Clean Sky. Donc on a aussi commencé à travailler sur ces sujets-là. Monsieur France, sur ce sujet, ce débat entre piles à combustible et turbines. Bon, ce serait bien présomptueux de notre part d'avoir un avis autorisé. Ce qui est sûr, c'est que les enjeux d'efficacité sont critiques. A priori, les piles à combustible ont un intérêt en termes d'efficacité. Maintenant, on est effectivement sur des puissances qui n'ont rien à voir. La seule chose qu'il faut peut-être mentionner, c'est que la pile à combustible n'en est qu'à ses débuts en termes de développement, puisque c'est vraiment le début de la mise en série. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de piles à combustible qui sont produites pour le monde des voitures, de la mobilité moyenne, des bus, et ça va aller crescendo de manière un peu exponentielle. Donc il va y avoir probablement un certain nombre de développements très importants dans les autres industries qui devraient profiter à terme à l'aéronautique aussi. Bon, maintenant, c'est vraiment le métier des motoristes de définir la bonne solution. Bruno Saint-Jean, est-ce que la conception d'un avion à hydrogène peut s'accompagner par de nouvelles relations entre avionneurs et motoristes ? Là, il faut que je regarde mon voisin dans les yeux pour savoir si je vais devoir m'éloigner ou pas en fonction de ce que je réponds. Mais on le voit bien, toutes ces conformations, ces configurations innovantes que l'on a évoquées, j'ai cité les quelques-unes sur lesquelles on a notamment travaillé à l'ONERA, ramènent à des approches plus intégrées du moteur dans l'avion. Et ça veut probablement dire que les industriels doivent davantage co-travailler, et ils y sont tout à fait prêts. Et d'ailleurs, dans le CORAC, bien sûr, Safran a toute sa place. J'évoquais tout à l'heure ce que l'on fait à Modane, et je le redis, on le fait en lien direct avec Safran et avec Airbus.
Après, là encore, il est intéressant de regarder dans le passé parce que cette approche, c'est jamais celle que l'on a réussi à développer dans les années 80 entre Dassault et un industriel qui s'appelait Snecma, pas encore Safran à l'époque, parce que c'était indispensable pour faire un avion de combat comme le Rafale. Et force est de constater qu'avec ça a bien marché et qu'on dispose avec le Rafale d'un avion de combat extraordinaire à bien des égards. Et puis, en tant qu'onérien, je peux que me réjouir que l'ONERA ait été un facteur de facilitation, était un facteur de rapprochement dans ce domaine-là, travaillant aussi sur les interfaces et jouant un rôle clé dans certains éléments les plus pointus, comme par exemple le dimensionnement des entrées d'air. Donc l'expérience du militaire paraît assez favorable. J'évoquais tout à l'heure le produit formidable qu'est l'A320. Une des clés du succès de cet A320 a été le fait que ça a été l'appareil dans lequel on a introduit, par rapport à la génération précédente des commandes de vol hydrauliques de l'aviation civile, les commandes de vol électriques qui venaient de l'aviation militaire et pour lesquelles l'ONERA a joué un rôle important dans la courroie de transfert. Et puis, dernier élément du paysage global qui, là encore, me semble aller dans le bon sens, c'est que Airbus, comme Safran, comme Dassault et d'autres industriels sont impliqués dans le programme d'avion de combat du futur, le NGF du programme SCAF, dans lequel cette démarche collégiale, cette co-construction nécessitée par un avion de combat va aussi les amener à travailler sur ces bases-là. Donc, et bien sûr, l'ONERA est tout à fait prêt à faire autant sur l'avion à hydrogène que sur le NGF, le même type de rôle et d'approche que l'on a toujours fait jusqu'à présent. Jean-Brice Dumont, un commentaire sur ce point? Je m'éloigne ou pas? Non, tu peux rester. Merci. Non, pas grand-chose et beaucoup à ajouter. C'est un sujet d'interdépendance. Nous sommes un écosystème où vous avez un avionneur ou un hélicoptériste, un avionneur de ligne d'affaires, d'aviation générale. Vous avez des motoristes qui sont des entreprises à part. C'est pas le modèle de l'automobile, par exemple, où les constructeurs ont les moteurs chez eux. C'est le modèle de l'aviation. Et c'est le modèle de l'ensemble de l'aviation. Et vous avez en plus, si on devait rajouter une petite subtilité, la nacelle, ce qu'il y a autour du moteur, qui est éventuellement un troisième joueur. Bien souvent, dans le même groupe que le motoriste, comme c'est le cas chez Safran ou chez Collins. On joue à trois aujourd'hui. On joue à trois dans une conception où les frontières sont assez bien arrêtées. On va évoluer vers une bien plus grande intégration de la fonction motrice à l'avion. Alors ça se traduit par l'architecture même de l'avion, ça se traduit par des changements de technologie qui nous croisent tous, et ça montre qu'on va avoir besoin d'affronter ces changements ensemble. Alors il y a une façon un peu conflictuelle ou concurrentielle de le regarder, et puis il y a une façon tout simplement coopérative de le regarder, et c'est pour ça que je parle d'interdépendance, parce que pour moi, on ne fera pas l'avion à l'hydrogène, typiquement, les uns sans les autres. Et c'est valable pour le motoriste, comme c'est valable pour l'avionneur. Donc on a besoin de ce travail commun. On a énormément de projets communs. Alors pour parler en France, on a beaucoup de projets communs dans le cadre du CORAC avec Safran. Et c'est de ça que sortiront nos roadmaps de produits, que ce soit pour le produit moteur ou pour le produit avion. Et on a naturellement, à un instant donné, des objectifs d'entreprise qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Mais pour ce qui est de la feuille de route de l'hydrogène, je pense qu'on est très alignés. Parlons sécurité. Le spatial n'a pas les mêmes niveaux de sécurité que l'aéronautique civile. Comment faire pour que cet avion à hydrogène ait les mêmes niveaux de sécurité donc? Ouais, alors je pense que pour parler de la sécurité, il va falloir tuer quelques clichés. On parle souvent, quand on parle d'hydrogène, je vais peut-être faire un peu vieux jeu, mais on parle souvent du Hindenburg et de sujets comme ça. Vous parlez du spatial. Hein, et puis on parle du spatial, bien entendu. Mais avant même de parler du spatial, on parle du Hindenburg. Il faut voir où se trouvait l'aviation commerciale à ces périodes-là. On a fait des progrès en sécurité
qui sont des progrès réels. On a effectivement maintenant atteint un niveau de sécurité dans l'aviation commerciale qui est sans précédent, qui a été en amélioration permanente. Et c'est évident que l'hydrogène n'arrivera pas dans l'aviation commerciale au détriment de la sécurité. C'est pas une question. On doit maintenir ce niveau de sécurité record. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas que ce soit une promesse vaine. Donc on fait face, avec tout le professionnalisme qu'on a accumulé au long des années en tant qu'écosystème constitué, on fait face à ces nouvelles technologies avec une analyse de risque très, très classique, j'allais dire, d'une technologie qui est moins classique pour nous. Alors, deuxième cliché à tuer, l'hydrogène, ce n'est pas une bombe volante. De l'hydrogène dans un réservoir, ça va éventuellement fuir. Une fuite générera effectivement un début de combustion, mais il n'y a pas de phénomène dit explosif autour de l'hydrogène. Donc il faut aussi, calmer un petit peu ces images qu'on peut avoir je le dis parce que je l'ai lu, je l'ai entendu et on me l'a dit, de faire voler des bombes volantes. Non, c'est pas ça. Il faut juste être capable de gérer les modes dégradés tels que la fuite et tels que l'inflammation spontanée, j'allais dire, de l'hydrogène. Est-ce que vous avez déjà une parade pour la fuite, justement ? Je vais pas trahir de secret technique, mais déjà quand vous faites de la double pot, vous avez quand même deux obstacles entre l'hydrogène et l'extérieur. Vous avez un grand nombre de moyens de détecter ce qui peut se passer à l'intérieur d'un réservoir par de la détection classique des senseurs du marché, par un peu de... je vais abuser du terme intelligence artificielle, mais d'être capable de suivre de façon statistique ce qui se passe thermodynamiquement dans un réservoir. Et après, il s'agit de canaliser. Si ça fuit, vous aurez noté que sur un de nos avions, on voit une cheminée à l'arrière, en haut de la dérive. Si ça fuit, il s'agit en fait de canaliser l'évacuation d'hydrogène qui part vers le haut. Et c'est très léger l'hydrogène, donc ça va partir vers le haut et ça va effectivement prendre de la température, mais ça n'aura rien d'explosif. Donc c'est une question de contrôle d'un phénomène physico-chimique connu qui fait partie, je vais dire, entre autres, des éléments de sécurité qu'on doit adresser avec ces technologies. Pierre. Avec lesquels on vit depuis des décennies dans le monde des gaz industriels quand même. Aujourd'hui, il y a 300 tonnes jour qui sont fabriquées et qui sont liquéfiées et qui circulent essentiellement sur le continent américain parce que c'est là qu'il y a le plus d'usage d'hydrogène liquide, avec des camions liquides qui circulent un peu partout, des stations ensuite qui distribuent l'hydrogène ou l'hydrogène stocké dans des sites industriels de clients. Il y a des enjeux de boil-off et d'évacuation et effectivement la légèreté intrinsèque de l'hydrogène et sa petite taille, qui sont à la fois son risque parce qu'il peut fuir, sont aussi sa force parce que comme il est très léger, il part. Donc on a bien entendu, il y a des enjeux d'accidentologie comme pour tous les gaz, pour toutes les énergies, mais jusqu'à présent, nous considérons que l'ensemble de la filière est assez structuré pour les maîtriser correctement. Et vous avez eu les mêmes sujets pour le monde de l'automobile qui est en train de mettre des véhicules, des bus, des camions, des voitures sur les routes, et qui ont géré d'autres problématiques qui sont le stockage d'hydrogène sous pression, avec des règles de sécurité qui sont aussi impérieuses que celles qui s'appliquent au pétrole aujourd'hui et qui les rend tout aussi sur deux. Donc il faut effectivement démystifier l'hydrogène dans sa dangerosité. Il n'est ni plus ni moins dangereux que les autres énergies. Simplement, c'est une énergie que le grand public connaît moins bien. Et donc, un peu comme la batterie quand elle est arrivée dans les voitures, génère un peu d'appréhension, mais lorsque les constructeurs ont développé des avions à hydrogène qui tournent, je ne pense pas qu'ils les mettront en vol sans avoir validé toutes les règles. Monsieur Saint-Jean, sur cette question de la sécurité. Là encore, ils ont dit tous les deux beaucoup de choses, donc je vais essayer de raisonner en delta. Peut-être d'abord, puisque le point de départ, c'était la comparaison entre le spatial et l'aéronautique. Il y a déjà le nombre d'aéroports, qui n'est pas du tout le même. En gros, d'un côté, vous avez Kourou pour faire caricatural. De l'autre, il faudra équiper tout un système. C'est peut-être aussi une réponse d'ailleurs à votre question sur les longs courriers, et qui dépasse d'ailleurs même la seule introduction de l'hydrogène. C'est-à-dire que pour en faire aller un avion d'un point A à un point B, il faut être sûr que le point B, quelle que soit la distance, aura tous les équipements nécessaires pour faire ce que vous avez à faire, débarquer les passagers, ce qui est un sujet sur l'aile volante, trouver les équipements pour refaire le plein, etc.
Après, au niveau sécurité, je rejoins complètement Jean-Brice sur le côté, on a tous un peu le Hindenburg en tête et peut-être un peu trop fort. Après, à l'inverse, il y a certains sujets de sécurité sur lesquels l'hydrogène apporte peut-être même un plus par rapport au kérosène. Typiquement, un crash et un incendie, pour les raisons qui ont été évoquées par tous les deux, c'est-à-dire la légèreté de la molécule d'hydrogène, par principe, enfin de dihydrogène d'ailleurs, il faudrait dire si on veut être puriste, elle va faire en sorte qu'elle s'élève, contrairement au kérosène qui reste en sol. Et puis, le rayonnement d'un feu d'hydrogène est très nettement inférieur à celui d'un feu de kérosène. Donc, bien sûr, ça introduit, ils l'ont dit tous les deux, des phénomènes différents qu'il faut maîtriser. Il ne faut peut-être pas non plus, par principe, considérer qu'on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, quand on a introduit le kérosène dans les avions anciens, les gens aussi ont eu peur de problématiques de sécurité, d'incendie soyons conscients qu'on a su résoudre. Par contre, il y a une question sous-jacente sur cette question de sécurité, qui est la question de la certification de l'appareil. C'est quelque chose qui s'est alourdi ces dernières années. C'est quelque chose de dimensionnant. Bien sûr, on ne fera pas voler un appareil qui n'ait pas répondu à un certain nombre de données, de certification, mais avec cette nouvelle technologie, on va introduire beaucoup de choses nouvelles. Et les organismes de certification vont perdre leur base de données, vont perdre leurs références. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut construire. Et ça me semble un enjeu important, un des points durs à résoudre, si on veut tenir cet objectif de 2035, c'est bien aussi avoir dans la boucle le volet certification. Et d'ailleurs, on rend grâce une fois de plus à la DGAC qui a bien perçu ce problème et qui a organisé dans le cadre du CORAC déjà les éléments de réflexion avec tous les partenaires, parce que ça nous paraît un enjeu extrêmement important si on veut tenir les calendriers. Jean-Brice Dumont, justement, sur ce volet certification, sans même parler de l'avion à hydrogène, on voit bien qu'avec l'histoire du MAX, il va y avoir nécessairement un renforcement de la certification pour tous les nouveaux concepts. Qui plus est, sur un concept en rupture comme l'hydrogène, est-ce que vous attendez à des temps de certification très très longs ? Non, pas nécessairement. Je pense que si on s'y prend à temps, c'est-à-dire que tous les acteurs discutent le sujet dès le début, ensemble. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est que les agences de certification, le HASA en tête, font partie des discussions dès aujourd'hui. On saura comment faire. Et la certification, on l'aura finalement préparée ensemble. Les bases, qu'on appelle les bases de certification, qu'est-ce qu'on doit démontrer pour que l'agence de certification tamponne le produit que nous proposons, ça, on va le regarder ensemble. Et on a, si je suis un peu sec, on a 15 ans pour regarder ça ensemble. Donc c'est quand même pas mal de temps pour discuter, analyse de sécurité, niveau de démonstration. Bruno l'a dit, la certification avec le temps et avec le mode un peu incrémental de l'aviation est devenue assez lourde parce qu'on a toujours ajouté des démonstrations qui correspondaient aux problèmes qu'on a rencontrés. Donc finalement, on y est allé couche après couche. Et on est en train actuellement, mais c'est une tendance mondiale, on est en train de faire évoluer la certification vers quelque chose qui soit basé sur le risque. C'est quelque chose de particulièrement prégnant à l'époque du Covid. Quel est le risque ? Et pas simplement quelque chose de prescriptif qui vous dise tes ailes doivent être comme ça, tu dois avoir une surface qui est telle forme. Non, ça c'est de la conception, c'est pas de la certification. Donc pour l'hydrogène, c'est vers ça qu'il faut partir. Il faut avoir une approche par le risque qu'essayons-nous d'éviter et on remonte sur des standards industriels qu'on va devoir définir dans les années à venir qui feront de l'avion à hydrogène un produit certifiable et certifié. Tout à l'heure, vous avez dit l'hydrogène n'est qu'une brique, justement. Il y a d'autres moyens pour arriver à décarboner l'aviation. Quels sont-ils ? On les connaît un petit peu, mais pourquoi ne pas tout miser sur l'hydrogène ? À la limite, quand on aura un avion à hydrogène, pourquoi bon avoir des biocarburants ? Alors après, parce que le renouvellement de la flotte, bien entendu, ne sera pas automatiquement, mais on aura quand même, si on y arrive, franchi la marche la plus haute. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une prudence de la part de tout le monde en disant « Oula, il ne faut surtout pas parler que de l'hydrogène », parce que comme si on avait une crainte de ne pas y arriver, en fait. Non, on est convaincu qu'on arrivera
à certifier de l'avion à l'hydrogène en 2035 et Pierre-Étienne, Air Liquide et les différents acteurs de ce secteur mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour avoir de l'hydrogène vert ou bleu à des prix abordables, et le travail d'infrastructure a lieu aussi. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que on pense, quand on regarde la trajectoire d'empreinte environnementale, la trajectoire carbone notamment que l'aviation s'est fixée, qu'un moyen ne suffira pas. On a quand même des objectifs qui sont relativement, je ne vais pas dire court terme, le terme serait un peu abusif, mais on s'est fixé des objectifs pour 2050. Et avec un avion qui arrive par le bas du marché en 2035, on ne va pas atteindre nos objectifs juste avec l'hydrogène. Qui plus est, on ne fera pas le long range, on ne fera pas les avions long courrier, au moins pas dans un premier temps. Donc il faut absolument regarder toutes les pistes que nous avons devant nous. Il y a un débat très, très parallèle à celui de l'hydrogène, qui est le débat des carburants durables, avec les biocarburants de troisième génération, qui sont absolument indispensables à court et moyen terme, et qui, je pense, le demeureront, mais de leur côté aussi, ne feront pas toute l'aviation. Entre les deux, il y a le carburant synthétique, Bruno l'a évoqué tout à l'heure, qui lui-même nécessite de l'hydrogène. Qui est beaucoup plus cher. Et qui sera beaucoup plus cher, qu'on peut imaginer dans un deuxième temps être une solution très efficace, parce que pour le coup, là, l'avion, il n'a pas beaucoup besoin de changer, mais le carburant synthétique aura quand même un problème de disponibilité. Ça, c'est par la source d'énergie. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pendant ce temps-là, l'aviation fait des progrès. L'aviation de génération en génération a fait des progrès. Donc les technologies qu'on met en place pour l'avion à l'hydrogène sont des technologies disponibles finalement pour tout type d'avion. Des voilures beaucoup plus optimisées, qui vont du coup être plus légères, qui vont par effet boule de neige nécessiter des structures éventuellement plus légères aussi. C'est un progrès pour l'aviation. C'est ce qui fait faire à l'aviation un saut de 20%, si je suis un peu timide, entre deux générations d'avions. Il ne faut pas oublier ça non plus. Et le dernier point, c'est l'utilisation opérationnelle. Si je devais donner un seul symbole, Fellowfly, que nous avons communiqué récemment, qui est le principe de vol en formation pour des vols intercontinentaux type transatlantique, est une façon de gagner entre 5 et 10% d'énergie donc de carburant, donc d'émissions sur un vol longue durée. Et ce type, ces sommes de gains, Fellowfly étant un petit peu une figure de proue, c'est ces sommes de gains qui font qu'à la fin, l'aviation d'une génération à l'autre gagne ses 20 ou 30% et que l'aviation atteindra les objectifs qu'elle s'est fixés à l'horizon 2050. L'hydrogène étant, j'allais dire, le symbole, la figure de proue de l'ensemble de la roadmap énergétique, mais ce n'est pas la seule voie que nous avons. Je peux compléter? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue effectivement que l'ambition, c'est l'ensemble de la contribution de l'ensemble de l'aviation à des améliorations de type rejet de CO2 et autres qu'il faut considérer. On pense beaucoup à l'aviation commerciale parce que, bien sûr, c'est elle qui génère le plus grand nombre d'appareils, mais c'est à toute la gamme qu'il faut s'attaquer. Donc, il y a un enjeu d'applicabilité d'une solution. Et par exemple, on l'a dit tout à l'heure, la solution électrique convient plus pour des petits hélicoptères, pour des petits appareils probablement. J'ai évoqué tout à l'heure l'hybride, qui est également une bonne solution, parce que vous n'avez pas besoin de la même puissance de moteur pour faire décoller un avion qu'une fois que vous êtes ensuite en croisière, qui est quand même la phase la plus longue. Donc on peut très bien imaginer des concepts dans lesquels on a plusieurs moteurs qu'on allume tous ensemble pour décoller, et ensuite dans l'air on en éteint dans l'air en croisière, pardon, on en éteint quelques-uns, ce qui réduit la contribution. Après, il faut savoir quelle technologie utiliser, il faut savoir comment mixer tout ça, mais on y travaille, on a de bonnes bases là-dessus. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de travaux européens. La Commission a lancé en janvier 2020 un projet de propulsion hybride qui s'appelle IMOTEP. On est 33 acteurs dessus à travailler. Il y a tous les grands de l'industrie aéronautique européenne, il y a de plus gros centres de recherche. Côté Onera, on coordonne ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui a du potentiel. Et puis, les carburants de synthèse qui offrent l'avantage aussi d'apporter des éléments de réponse et de progrès de plus court terme, parce qu'on n'a pas besoin de changer les installations, les moyens, la distribution, les aéroports, ou en tout cas de très peu. On est dans l'adaptation, pas dans le changement.
Monsieur Franck, qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce projet ? On est devant un alignement assez unique des étoiles parce que l'Europe est l'un des endroits où il y a la plus belle maîtrise technologique à la fois du côté aéronautique et aussi du côté de la maîtrise de la technologie liquide, hein, parce que c'est vraiment entre la France et l'Allemagne que se trouvent les principaux acteurs sur le sujet. Il y a une dimension sociétale fondamentale de réduction des gaz à effet de serre. Il y a une volonté politique qui, pour l'instant, est forte. La seule chose que je crains, c'est qu'on arrête en route. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai projet d'envergure, très fédérateur sur plusieurs maillons de l'industrie française et européenne. On n'en a pas tant que ça, donc on peut s'amuser à critiquer, mais enfin c'est quand même un emblème fédérateur pour les jeunes, pour l'industrie, pour la technologie, pour de nouvelles filières énergétiques qui va servir d'autres secteurs. L'aéronautique se trouve un peu du coup de nouveau en fer de lance d'une dynamique plus globale. Surtout, restons droit dans le cap, quoi. C'est vraiment ça que je crains, rien d'autre. Le reste, les ingénieurs y arriveront. Je suis pas très soucieux. Donc vous, c'est un risque politique, en fait. Un risque politique ou un risque économique qui fasse que les uns et les autres fassent des impasses. Il faut essayer de vraiment préserver cette ambition et de mettre toutes les forces dessus, en tout cas les forces qui ont été prévues au départ, quoi. Et on a plusieurs fois cité le spatial. Il y a une ambition, effectivement, du même niveau qu'a été l'ambition spatiale. Et elle a permis de faire beaucoup de choses. Alors, et on y est arrivé. Et donc, on doit faire pareil, là. C'est ça l'enjeu. Tout à l'heure, vous l'avez dit, l'aviation ne sera pas le seul consommateur. Pourra-t-on arriver à produire autant d'hydrogène liquide pour... Ça, c'est... Oui, intrinsèquement, on peut produire de l'hydrogène liquide, on peut en produire autant qu'on veut. La question, c'est pour qu'il soit à l'échelle vert. de la planète, comme... À l'échelle de la... On a fait des calculs, il y a tout un tas de calculs qui circulent, mais on a fait des hypothèses de besoins en étant dans une logique d'efficience où toute l'aviation passe par l'hydrogène et qu'il y a effectivement encore d'autres solutions, qu'on a amélioré les efficacités, qu'on a des méthodes de vol aussi qui sont parfois différentes pour économiser encore un peu d'énergie. Et donc on arrive à un besoin d'environ 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est 10% de ce qu'on voit venir comme étant la demande mondiale d'hydrogène dans les 30 ans à venir. Si on était sur 40 millions de tonnes, ce serait un peu plus, mais resterait des chiffres assez raisonnables. Les besoins convertibles, là c'est pareil, ça dépend du taux de charge de l'électrolyseur et donc du besoin d'électricité. C'est 500 gigawatts de capacité. 500 gigawatts de capacité, c'est à la fois gigantesque, hein, bien sûr, c'est très très grosse capacité, mais ce n'est que 5 ans de construction de la capacité renouvelable mondiale. Donc dans 30 ans, il faut avoir en quelque sorte capturé 5 ans du progrès de la capacité renouvelable mondiale pour la destiner à l'aviation. Donc ensuite, il y a des débats très importants de société sur quel modèle de consommation, quel type d'énergie, qui vont nécessiter probablement de faire des arbitrages, mais qui ne sont pas vraiment du ressort des industriels. Les industriels, enfin, ils peuvent participer au débat de la société, mais ils sont là pour faire en sorte que, quel que soit le schéma énergétique requis, les technologies qu'on utilise pour y répondre soient le plus propre possible. Et dans ce contexte-là, l'hydrogène vert qui sert les avions fait partie des solutions incontournables, donc il faut avancer. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être ce serait mon dernier mot. Je pense que nous avons une critique évidente, y compris quand on se tourne vers l'hydrogène, qui est la critique suivante. Vous allez consommer beaucoup d'énergie et vous n'allez pas y arriver. Alors, nous n'allons pas y arriver. Je pense qu'on peut nous laisser le crédit d'avoir réussi à relever beaucoup de défis dans le passé et d'être assez bien armés pour tenir les engagements que nous sommes en train d'annoncer. On ne sait pas comment on fera exactement voler l'avion à l'hydrogène, mais on a, comme je l'ai dit plus tôt, tous les ingrédients de la recette de cuisine. Et l'élément qui est de dire vous n'aurez pas les énergies, c'est aussi sous-estimer la capacité de ces industries à évoluer et à progresser. Ce qui est notre devoir, c'est de mettre au service de la société des solutions. Après, les choix seront des choix sociétaux, mais il ne faut pas s'empêcher de développer ces technologies qui sont des technologies de développement durable, avec la crainte qu'on n'y arrivera pas ou que ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut ce qu'on appelle jouer gagnant. Et l'avion à hydrogène, c'est exactement ça. C'est le symbole d'une approche gagnante, technologique et durable. Très bien. Écoutez, merci messieurs pour ce débat très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi ce débat et à très bientôt sur la tribune.